Les États-Unis sont le pays le plus puissant de la planète, avec la plus grande armée, une économie de 28 000 milliards de dollars et un réseau d'alliances sans égal. En 1780, l'Amérique, jeune nation endettée, voyait ses 13 États agir comme des pays distincts. Et le père fondateur le plus important qui allait résoudre ces problèmes ne venait pas de la noblesse. En fait, c'était un immigrant orphelin dont la ville natale a été détruite par un ouragan lorsqu'il était adolescent. Alexander Hamilton était l'ultime outsider, armé de rien d'autre que de son intelligence et de son ambition. Comment a-t-il surmonté la crise financière américaine et permis à l'Amérique de devenir une superpuissance mondiale ? Découvrons-le. Le parcours de Hamilton a commencé dans l'endroit le plus improbable, les Indes occidentales britanniques. Né en 1755 sur l'île de Nevis, Hamilton était le fils illégitime de James Hamilton et Rachel Fawcett. Sa jeunesse a été marquée par la pauvreté, la stigmatisation sociale et la tragédie. Orphelin à l'âge de 12 ans lorsque sa mère est morte de la fièvre jaune, Hamilton a été confronté à un avenir qui semblait insurmontable. Pourtant, c'est une catastrophe naturelle qui allait changer le cours de la vie de Hamilton. À seulement 15 ans, il a rédigé un récit saisissant d'un ouragan dévastateur qui a frappé les Caraïbes. Lettre publiée dans un journal local, elle a attiré l'attention des dirigeants de la communauté. Reconnaissant son talent exceptionnel, ils ont collecté des fonds pour envoyer Hamilton en Amérique du Nord afin qu'il poursuive ses études. Sans le savoir, en déclenchant une série d'événements qui allaient façonner une nation, le talent de Hamilton pour l'écriture a lancé son voyage vers l'Amérique. Mais c'est sa prouesse militaire qui allait le propulser dans les plus hautes sphères de la société. Comment ce jeune immigrant inexpérimenté est-il devenu le bras droit du leader majeur de la guerre d'indépendance? La réponse réside dans une série de manœuvres stratégiques qui rendraient en fier Sun Tzu. En 1775, Hamilton a rejoint les Cœurs de Chêne, une milice bénévole où il s'est vite distingué par son leadership. Son premier contact avec le combat a eu lieu en août 1776 lorsqu'il a dirigé sa compagnie d'artillerie lors d'une série de batailles contre les Britanniques à New York. L'ascension rapide de Hamilton dans les rangs était la preuve de son talent exceptionnel et de son ambition inébranlable. Moins d'un an après avoir rejoint la cause révolutionnaire, il attira l'attention de nul autre que George Washington lui-même. Reconnaissant le potentiel de Hamilton, Washington nomma le jeune officier comme son aide de camp en mars 1777, faisant de lui son chef d'état-major à seulement 22 ans. Ce poste plaça Hamilton au centre de l'effort de guerre, chargé de rédiger les ordres, de coordonner avec les officiers et de gérer la correspondance de Washington. Mais malgré le prestige de sa position, Hamilton aspirait à la gloire du commandement sur le champ de bataille. Son ambition et son désir de se distinguer militairement le poussèrent à demander avec insistance un commandement à Washington. Après des années de refus, Washington céda finalement, offrant à Hamilton l'opportunité qu'il recherchait. Juste avant la bataille décisive de Yorktown en 1781, c'est à Yorktown que Hamilton allait prouver sa valeur en tant que commandant militaire. Dans la nuit du 14 octobre 1781, Hamilton mena ses hommes dans une audacieuse attaque nocturne contre la redoute AL, 10 une position clé des Britanniques. Baïonnettes au canon et sous ordre de garder un silence absolu, ils avancèrent vers les tuniques rouges. L'attaque d'une précision chirurgicale surprit les défenseurs britanniques. En seulement 10 minutes, Hamilton et ses troupes avaient réussi à capturer la redoute numéro 10, un exploit qui a grandement contribué à la reddition finale des Britanniques à Yorktown, jouant un rôle crucial dans la capitulation britannique qui a effectivement mis fin à la guerre d'indépendance. Hamilton est devenu un héros de l'indépendance américaine et ses expériences pendant la guerre ont profondément façonné sa vision de l'avenir des États-Unis. Il a été témoin de première main des inefficacités du Congrès continental et des défis posés par un gouvernement central faible. Ces observations allaient plus tard alimenter son plaidoyer en faveur d'un système fédéral fort, capable d'unir les différents États en une nation cohérente. De plus, sa relation étroite avec Washington lui a offert des perspectives uniques sur l'océan et sur les défis du leadership et de la gouvernance. Cette perspective allait s'avérer inestimable dans les années à venir, alors qu'Hamilton travaillait à façonner les bases économiques et politiques d'une nouvelle république.
Une fois la guerre terminée, Hamilton s'est fixé pour objectif de bâtir une nation. Mais ses idées en faveur d'un gouvernement central fort et d'une économie industrielle étaient loin d'être universellement acceptées. Hamilton estimait qu'un gouvernement central fort était nécessaire pour assurer la stabilité et la prospérité du pays. Cependant, ce point de vue le plaçait en désaccord avec de nombreux autres pères fondateurs inquiets du risque de tyrannie d'un système fédéral fort. Ayant fui la domination d'un roi, ils ne voulaient cependant pas instaurer leur propre monarchie. Lors de la Convention constitutionnelle de 1787, les idées radicales de Hamilton ont presque fait échouer les débats. Il a préconisé une forme de gouvernement comprenant une monarchie élective limitée, un concept qui a été accueilli avec incrédulité et rejet catégorique par les autres délégués. Mais malgré le rejet de ses idées les plus extrêmes, Hamilton est trop resté une figure clé dans la création du nouveau gouvernement. Il est devenu l'un des principaux auteurs des Federalist Papers, une série de 85 essais écrits pour persuader les États de ratifier la Constitution. Dans ses écrits, Hamilton a souligné les faiblesses des articles de la Confédération et a plaidé pour un gouvernement central plus fort. Le cœur du raisonnement de Hamilton était la sécurité nationale. Vous ne pouviez pas lever une grande armée et l'armer sans une économie solide, mais vous n'aurez jamais une économie solide si l'environnement, pour faire des affaires, n'est pas stable. Mais Hamilton a justement soutenu que vous n'obtiendrez pas cela d'une bureaucratie ou d'une grande législature tentaculaire, vous l'obtenez d'un commandant. Le fossé idéologique entre Hamilton et d'autres pères fondateurs, notamment Thomas Jefferson, était frappant. Alors que Hamilton envisageait une nation industrialisée, Jefferson prônait une société agraire avec une autorité fédérale limitée. Ce désaccord fondamental sur l'orientation du pays a conduit à la formation des premiers partis politiques américains, Hamilton dirigeant les fédéralistes et Jefferson à la tête des républicains démocrates. Hamilton a déclaré célèbrement « Si ces États ne sont pas unis sous un gouvernement fédéral, ils auront infailliblement des guerres entre eux. » Les conflits de Hamilton avec Jefferson et James Madison au sujet de la politique financière et de la structure du gouvernement furent les premiers exemples des conflits partisans précoces qui allaient en définir la politique américaine. Finalement, la vision de Jefferson et Madison pour la Constitution a remporté un plus grand soutien populaire, mais grâce à la persuasion de Hamilton, elle a inclus un exécutif puissant. Les États-Unis ont gagné leur indépendance, mais cela a eu un prix élevé. Submergé par les dettes de guerre et sans crédit, l'avenir de la nation était en jeu. Hamilton a été nommé secrétaire au Trésor par George Washington à un moment charnière de l'histoire. Et ses stratégies controversées allaient réécrire à jamais les règles de la finance nationale, et Hamilton n'a pas perdu de temps. Avec une première initiative audacieuse, il a proposé de créer une dette publique, en assumant toutes les dettes contractées par les États pendant la guerre d'indépendance. Cette stratégie visait à prouver la solvabilité des États-Unis et attirer les investissements étrangers. Hamilton a affirmé qu'en prouvant que les États-Unis pouvaient en rembourser leurs dettes, ils inciteraient les banques étrangères à prêter, offrant ainsi le capital pour leur développement. Mais la vision de Hamilton allait bien au-delà de la consolidation de la dette. Il a donc admis que la prospérité des États-Unis nécessitait un système financier solide pour soutenir une économie dynamique. À cette fin, il a proposé la création d'une banque nationale, un concept qui s'avérerait crucial pour gérer les finances du pays et faciliter le commerce. La banque servirait de dépôt pour les fonds du gouvernement, émettrait une monnaie standardisée et accorderait des prêts aux entreprises et aux particuliers, stimulant ainsi l'activité économique. Les innovations financières de Hamilton ne se sont pas arrêtées là. Il a instauré un système de taxation avec droits de douane et taxes d'accise, créant une source de revenus stable pour le gouvernement. Ce système a permis non seulement de rembourser la dette nationale, mais aussi de financer les fonctions essentielles du gouvernement et le développement des infrastructures. L'efficacité des politiques de Hamilton a été transformative. Lorsqu'il a quitté ses fonctions, les États-Unis avaient une cote de crédit équivalente à celle de toute nation européenne. Hamilton a créé la garde côtière américaine pour lutter contre la contrebande, augmentant ainsi les recettes de l'État par les droits de douane et illustrant sa gestion financière globale. Au cœur de la vision économique de Hamilton se trouvait le concept de pouvoir implicite,
qu'il a articulé pour justifier la création de la Banque nationale. Malgré les ambiguïtés constitutionnelles, cette doctrine influencerait fortement l'interprétation de l'autorité fédérale et l'équilibre des pouvoirs entre État et gouvernement national pour les générations futures. Peut-être plus important encore, le système financier de Hamilton a créé les conditions nécessaires à l'émergence d'une économie de marché aux États-Unis. En établissant un état de droit grâce à des contrats exécutoires et au respect de la propriété privée, il a jeté les bases de la prospérité nationale. Ces politiques ont encouragé l'entrepreneuriat, l'investissement et l'innovation à travers les États-Unis, et l'importance de son impact est devenue évidente peu de temps après son départ du gouvernement. Les administrations, y compris celles de Jefferson et Madison, ont constaté que modifier l'architecture financière de Hamilton provoquait des crises économiques, soulignant la solidité de son approche. En créant une nation forte et digne de crédit avec un système financier robuste, Hamilton a préparé les États-Unis à devenir une superpuissance. Un grand diplomate français du nom de Talleyrand connaissait Napoléon, connaissait tous les grands généraux et disait qu'Alexandre Hamilton était de loin le plus grand homme de son époque. En regardant l'histoire, Theodore Roosevelt a dit que Alexander Hamilton était l'homme d'État américain le plus brillant qui ait jamais existé, possédant l'intellect le plus élevé et le plus aigu de son époque. Malgré le fait d'avoir été un si grand homme, les dernières années de sa vie furent tout sauf glorieuses. On découvrit qu'il avait eu une liaison et il fit le choix déroutant de détailler dans un document de 95 pages chaque aspect de cette liaison ainsi que le chantage exercé par le mari de la femme avec qui il avait eu cette aventure. Et il mourut ensuite lors d'un duel avec Aaron Burr où il jeta son pistolet avant que le coup de feu ne soit tiré. Dans la première version de cette vidéo, j'ai abordé ces histoires plus en détail, mais ce n'est pas le but de la vidéo que j'ai réalisée. Ce n'est pas la leçon que je veux que vous reteniez. Quand on considère l'impact du travail et de la vie d'Alexandre Hamilton, il a été le père fondateur le plus important et il avait une vision très précise. C'était en contradiction avec beaucoup d'autres hommes qui sont idolâtrés pour la création de la Constitution. Il a aussi été l'une des premières personnes à réaliser le rêve américain, passant d'orphelin dans les Caraïbes aux plus hauts échelons de la société. À la fin de sa vie, je vais vous laisser avec une dernière citation de Hamilton. « Mon ambition est si forte que je condamnerai les conditions serviles d'un employé et je risquerai volontiers ma vie, mais jamais mon honneur, pour élever ma condition. » Espérons que de nombreuses personnes pourront encore réaliser le rêve américain. Et s'ils peuvent avoir ne serait-ce qu'un dixième de l'impact d'Alexander Hamilton, ils feront déjà vraiment très bien. Merci d'avoir regardé.